Très bien, je vous demande 2 secondes, s'il vous plaît. Euh, Salut, je m'appelle Claire Crank. Moi, je vais parler sur les cas de avantage des genres et je vais parler quelques 15 minutes. Donc, si vous savez des inconvénients ou vous voulez revenir en 15 minutes, parce que peut-être ces sujets que vous voyez sur l'écran, c'est un peu violent et si c'est comme ça, ben, vous pouvez sortir du panel quelques 15 minutes et revenir comme vous voudrez. Vous vous sentez plus à l'aise. Par rapport à moi, je suis candidate de postdoctorat à l'université de Yale. Ma thèse de doctorat se centre sur la création d'un vocabulaire vaste de terminologie LGBTQIA+. J'étais consultante et travaillais pour de grandes organisations médicales par rapport à leurs questions terminologiques. Donc, je commence toujours mes modèles et mes travaux par une citation d'un homme blanc, un peu fortuite, qui dit que tous les modèles toujours sont imparfaits en raison de la loi de la physique. Nous ne pouvons pas modéler un système parfait dans un ordinateur ou un modèle mathématique. Donc, il faut faire un pas en arrière et nous rendre compte que peu importe ce que nous faisons, ça va être toujours un petit peu mal. Donc, se souvenant de cela, je vais commencer ma présentation. Nous allons parler de la linguistique des queers, car la langue est importante dans le soin de santé. Peut-être parfois, ce n'est pas tellement important. On va utiliser un modèle de base. J'ai travaillé avec différentes personnes trans dans un contexte en Amérique du Nord, aux États-Unis en particulier. Cela pourrait être élargi à d'autres contextes internationaux. Et certains de ces contextes sont assez standards dans n'importe quelle consultation médicale. Tout d'abord, je sais qu'il est très controversé le sujet des termes contraires. Je crois que cette diapo résume un peu comment les formes linguistiques sont choisis selon le groupe ou la présence de forces qui oppressent ou discriminatrices. Il est très courant de voir ceci où les personnes de couleur, par exemple, ont certaines terminologies de protection, par exemple, pour marquer quand les choses sont correctes ou incorrectes pour un groupe, jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau où cela devient une terminologie générale, disons. Pas mal de fois dans ces systèmes, ce qui s'appelle le Bayesian Surround. C'est une espèce de tour de linguistique, c'est-à-dire que nous utilisons des mots qui peuvent être mauvais ou des insultes, et puis ces contextes se transforment, ça leur devient un cercle vicieux. Donc les activistes, les militantismes sont toujours en train d'inventer des termes qui soient meilleurs au précédent. Ça, c'est subjectif, bien entendu, mais parfois nous oublions qu'un terme en particulier était une insultation et maintenant c'est devenu, par exemple, dans un mot courant. Par exemple, casse-toi, ça pourrait être vu comme une insultation. Ou suffragiste, il y a des années, c'était considéré un mot négatif. Nous devons nous rappeler que les langues changent, les langues évoluent. La plateforme que j'ai utilisée avec d'autres personnes trans pour analyser la langue, c'est une méthode de départ, comme vous voyez ici sur l'écran. Nous utilisons un cadre de modalité des genres
Nous voulions voir s'il y avait quelques incongruences entre en deux pas. La codification est à partir de la USDI version 2 pour le donner des questions et HL7, c'est le niveau de santé 7 et USCDI, c'est un standard de données des États-Unis qui dit que si moi je parle d'une machine à une autre machine, comment elle communique et comment la langue est traduite entre ces deux machines. On ne parle pas seulement de la langue entre les personnes, mais entre des plateformes, entre deux équipes. Ce pas dans les systèmes peut fonctionner bien dans certains scénarios en particulier, mais nous devons voir comment ils se rapportent entre eux dans un contexte temporel. Par exemple, le transgenre a changé le terme et pas nécessairement on sait quels groupes comprennent ces termes. Cela dépend des âges aussi. Plusieurs personnes demandent pourquoi dans la liste n'est pas le mot intersexe, même si ça fait partie de nos données. La raison, c'est que moi, je ne suis pas une personne intersexe et je ne représente pas les personnes intersexes. Donc, il est recommandé qu'il y aurait une troisième question plus spécifique dans des contextes médicaux. C'est ça ce que j'essaie de refléter dans mon travail. Le cas du sage. Ça, c'est peut-être l'un des cas d'usage les plus traumatisants. Je suis désolée de vous montrer ça tellement si directement, mais pas mal de fois, nous trouvons de cas, des choses, des entrées qui soient automatiques parce que les traitements médicaux sont de plus en plus chers et les personnes n'utilisent pas de traitements prophylactiques et il y a des accidents finalement, ben, ce que c'est très courant aux États-Unis et aussi dans d'autres pays, pour avoir de surdose de opiacés. Il y a beaucoup de morts aux États-Unis pour une overdose d'opiacés. Donc, ces plateformes de questions ne sont pas possibles. On ne peut pas poser des questions aux personnes. Nous ne savons pas s'ils sont de famille, s'ils s'affirment ou non, s'ils les supportent. On ne peut pas utiliser les documents d'identité qu'ils portent sur eux parce que parfois ils ne sont pas mis à jour. Ou un autre problème que nous trouvons parfois, c'est ce que l'on nomme l'algorithme d'identification des patients. Ici, nous parlons de certains indices de similarité pour savoir si un patient a été déjà entré dans cette histoire clinique électronique. Le fait de pouvoir trouver cela ou non peut nous dire si ça va prendre, par exemple, 24 heures pour avoir ces informations, des résultats des laboratoires et ce cas d'overdose parfois sont répétés. Peut-être on pourra voir quelles sont les prescriptions que cette personne a reçues, quelle est sa situation et dans pas mal de cas, ça fait la différence entre le fait qu'une personne meure toute seule avec un membre de sa famille, un ami, quelqu'un à côté d'elle. Ça, c'est une des grandes préoccupations dans un contexte d'urgence. Bon, si on va un pas arrière, ça a été très intéressant aussi, un peu moins traumatisant. Quelqu'un me l'a porté au musée britannique où l'on voulait étudier les identités des genres et les genres assignés avec deux mômes. Bien entendu, on ne peut pas voir l'individu, notamment s'ils sont dans un cercueil, mais les médecins doivent faire des questions
comme par exemple, est-ce que vous êtes enceinte? Et la personne répond, non, je suis lesbienne, je n'ai pas ce type de relation sexuelle, je suis bisexuelle, mais c'est obligatoire de poser cette question pour des questions de responsabilité légale, parce que cela peut déterminer les parcours de ces professionnels de la santé. Dans ce parcours professionnel, par exemple, si la personne était enceinte et la question n'avait été pas faite, on pourrait faire du mal à la personne et au fœtus. Un autre cas d'usage, c'est qu'on se voit dans des situations difficiles où on ne peut pas savoir le corps complet. Ce n'est pas, par exemple, une personne qui n'a pas un doigt ou un bras qui a été coupé parce que dans une salle d'urgence, on trouve le reste du corps, le corps dans une salle et le reste du corps dans l'autre. Donc, pour pouvoir faire une greffe rapidement, il faut le faire, il faut utiliser des groupes de travail des TDTF, c'est un groupe de travail trans, pour qu'il nous donne un certain indice de comment agir dans cette situation. Ça va nous permettre de voir la différence si mon membre de ma famille a été tué ou non, et peut-être il n'a pas été identifié pendant des années. Il y a pas mal de fois que nous avons des questions sur des personnes qui n'ont pas été contactées ou peu contactées. Beaucoup de personnes qui ont répondu au colonialisme de façon appropriée, qui ça a été agressif et qui n'ont pas été colonisés depuis. Mais en raison de la pandémie de la COVID, il y a une préoccupation que ces personnes qui n'avaient été pas contactées pourraient se contagier parce qu'ils n'ont pas un système immunologique et cela pourrait anéantir toute la population. On fait beaucoup d'efforts pour vacciner les populations indigènes, mais nous avons des problèmes s'il n'y a pas un interprète, s'il n'y a aucun document d'identification. Par exemple, quel est le genre assigné à la naissance d'une personne qui n'a jamais été dans le système légal, dans le système médical, par exemple. Donc, il faut tenir compte de tous ces facteurs. Le cas d'utilisation, c'est le numéro 5. C'est le cas du genre assigné au moment de la naissance. Il n'est pas peu commun que les personnes intersexes aient été assignées plus dans sexe au moment de la naissance. Donc, il faut se rappeler d'utiliser ce mécanisme. Qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation où l'histoire clinique de cette personne n'est pas complète ou qui peut présenter des informations qui est incongruente. C'est le cas d'utilisation numéro 6 est à la mode, disons, la santé cardiovasculaire, notamment entre les personnes trans et les différences entre les facteurs sociaux biologiques. Si vous connaissez les syndromes de Yentel et les symptômes des attaques cardiaques, les différences entre les personnes, ce sont ces chiffres normatifs. Ceci n'est pas fait pour les personnes, mais il peut être possible qu'un marqueur que pour l'infarctus de myocardius peut être associé à un genre assigné à la naissance ou corrélationné peut-être à l'un ou à l'autre sexe, pas nécessairement, c'est comme ça, mais c'est parfois qu'il est corrélé. Nous avons des options de ne pas divulguer et la personne peut-être ne veut pas répondre et il est possible que cela puisse générer un diagnostic erroné qui puisse mener ou non au décès de cette personne. Nous avons ici une liste de quelques peu de marqueurs qui sont utilisés dans le contexte de la santé et comment ça peut mener à un diagnostic incorrect. L'un des plus importants, non seulement la troponine, mais également la créatinine dans l'urine. C'est dans la partie inférieure du tableau, de la table, mais ça peut affecter la personne. C'est un examen qui se fait toujours aux hôpitaux
lorsque l'on essaie de détecter des infections, des transmissions sexuelles ou d'autres types. Pour finir, nous devons agir de façon efficace et tenir compte du système tel qu'il est et non comme nous voudrions qu'il était idéalement. Il faut travailler au niveau c'est-à-dire nous devrions travailler au niveau mondial et il y a des gouvernements également qui devraient travailler avec leurs centres de santé. Nous devons tenir cela bien clair quand nous travaillons au niveau international. Je vois que je reste sans temps. Je ne veux pas lever le temps à mes collègues. Merci à tous et à toutes pour votre temps. Très bien, on donne la parole à Zach alors. Merci beaucoup. Et merci d'être ici à tous et à toutes pour ce sujet tellement important. Je suis en train de voir le temps. Je vais vous parler sur l'éthique dans le contexte de la recherche dans la santé pour les personnes transgenres et non-binaires. Tout d'abord, je vais parler de la responsabilité, certaines initiatives actuelles, défis éthiques, et puis j'espère arriver aux recommandations, même si j'ai besoin de l'aide avec les recommandations. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre en contact avec moi parce que j'aimerais bien établir un dialogue dans la communauté pour le type de recommandations que nous devrions proposer aux chercheurs et aux professionnels. Appel à la responsabilité. C'est très émouvant de voir l'existence des appels à la responsabilité de la part des chercheurs. Nous savons qu'on fait de plus en plus de recherches dans la communauté, mais il existe également quelques tensions qui sont très claires. Par exemple, des sujets qui sont en rapport à qui a le droit à faire une recherche avec des personnes trans et non-binaires, jusqu'à quel point est-ce que la communauté peut être consultée, quelle devrait être la priorité, comment il faut protéger la confidentialité des patients et comment on peut représenter les communautés dans les publications et les recherches de façon de respecter les personnes. Et PATH, WPATH ont fourni quelques lignes de guide en ce sens et travaillent dans le comité d'éthique de la recherche dans une initiative où nous essayons d'élaborer des guides éthiques pour la recherche. On a fait une série de consultations dans les conférences et notamment également en ligne. On a élaboré certains guides, déclarations et quelques publications sur ces domaines, mais comme vous savez probablement, le champ de notre vie évolue très rapidement et il peut être difficile de se rendre compte comment nous pouvons représenter l'information de façon respectueuse. Les résultats. Ces informations font partie d'un projet majeur auquel j'ai participé où nous avons créé un cadre d'évidence trans et non-binaire, pardon. Ceci a déjà quelques années. Les études ont eu lieu entre 2012 et 2014. Ils ont été beaucoup d'études et c'est un grand volume de travail. Ça vous donne une idée du travail qui a été fait. Ça a été une carte d'évidence. Ce que l'on a fait, c'est étudier les chercheurs qui étaient, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ces recherches. C'est pour ça qu'on les a regardés et avec la loupe ou sous le microscope. On voulait le faire depuis une perspective éthique. C'est pour ça qu'on a intégré deux principes éthiques principaux qui sont au bas de la diapo sur l'écran. Respect pour les personnes, préoccupation pour le bien-être et la justice. Je vais me référer aux trois domaines et je vais partager avec vous les critères parce que c'est une façon dans laquelle on peut contester, répondre à la communauté médicale et clinique et la communauté de la recherche aussi. On peut leur dire qu'il y a des défis éthiques dans la situation actuelle.
L'éthique est un bon point de levier parce qu'on parle d'une langue en commun dans l'éthique de la communauté éthique et de la recherche. En premier lieu, respect pour les personnes. On a élaboré la carte avec l'évidence et on a remarqué quelques défis. Par exemple, le centre était dans une perspective de la vie cisgenre. Ça ne nous surprend pas, ne nous surprend pas. On assume tous que qu'on s'identifie avec le sexe ou le genre qui nous a été donné à notre naissance. On a conçu la recherche, si on a cette perspective cisgenre, alors on peut dire le sexe est décidé à la naissance. La naissance est liée à l'identité de genre. Alors, si on pense comme ça, alors là, la conception la conception tourne autour de là. Alors, on dit non, ça ne représente pas toute la diversité de l'existence humaine. Ça, c'est l'un des problèmes d'entrer dans la cis-normativité. En deuxième lieu, le renforcement des éléments binaires de genre. Quelques chercheurs et professionnels cliniques parlent sur la priorisation d'une binarisation de genre. Par exemple, ils parlent des deux sexes opposés où ils disent tant hommes et femmes comme s'il n'y avait pas d'autres genres. Et aussi, parfois, ce qu'ils font, c'est se confondre binarisme avec système de genre. Dans quelques articles, les chercheurs assument que toutes les personnes femmes et trans sont non-binaires ou que toutes les personnes non-binaires sont trans. Alors, quand on étudie les questions qu'on nous pose, alors là, on voit comment ils pensent. Et ça peut devenir très confus pour les personnes trans. Quand on arrivera quand on arrive aux questions et aux réponses, on voit que ça n'a pas de sens. On ne sait pas quoi choisir de cette liste de questions dans l'enquête. Voilà quelques exemples. Je ne sais pas si simples, mais de base. Regardez les défis qu'on a. Par exemple, peut-être vous l'avez déjà vu dans quelques enquêtes. Quel est votre genre? Et on choisit l'une de ces réponses, homme, femme, transgenre. Et où vous pouvez penser aussi, je suis transgenre, mais on va me compter comme transgenre, alors je ne peux pas choisir plus d'un. Et si le choix que je veux ne se trouve pas dans la liste, et s'il n'y a pas de catégorie autre, quelque chose comme ça où que je puisse charger. Alors là, un autre exemple, par exemple, quel est votre genre femme, homme, non-binaire? Ça peut être complexe aussi parce que moi, je suis non-binaire, mais je veux qu'on me considère non cisgenre. Alors, qu'est-ce que je choisis de cette liste? Alors, nous sommes menés à vivre ces complexités et après, avec les résultats analysés et élaborés, nous ne serons pas inclus nécessairement. Alors maintenant, nous allons passer à d'autres aspects du défi. Quand les chercheurs écrivent leurs articles et les résultats, ils utilisent des acronymes non spécifiques. Et j'ai élu LGBT parce que parfois, il y a d'autres acronymes plus exclusifs et d'autres moins. Parfois, ils utilisent les acronymes trans excluantes, par exemple LGBT2Q+, mais quand ils lisent la section des résultats, ils voient qu'il n'y a personne trans. Alors, on leur a ajouté la T parce que c'est mieux, mais quand on lit l'article, il n'y a pas d'information. Alors, une autre chose qui arrive, c'est que parfois, ces chercheurs ne mentionnent pas les personnes trans dans les titres ou dans les résumés, mais après, on lit un tableau d'information démographique qui inclut évidemment des personnes trans, et ceci n'est pas correct. C'est pour ça ceci complique aussi tout le système de révision par pair
Et pour nous, dans notre communauté, très difficile de localiser l'information correcte. Il arrive aussi que parfois l'entité sexuelle est confondue avec celle du genre. Plusieurs chercheurs unissent toutes, rassemblent toutes les catégories. On ne sait pas s'ils parlent d'hommes, femmes, transgenres. Si on peut seulement choisir une option, alors toutes les personnes trans et potentiellement non binaires entreraient dans une seule étiquette. Ceci compose un défi qui peut arriver, mais j'espère que ça arrive avec moins de fréquence. Si on nous pose une question de genre, nous pouvons demander quel est votre genre et peut-être on nous dise féminin, masculin. Je ne dis pas que ce soit correct, mais par exemple, masculin, féminin, alors là, on demande identité sexuelle. Une autre personne, elle dit qu'il faut qu'on dise lesbienne, transsexuelle ou autre. Alors, de nouveau, on rassemble des choses très différentes parce que ça, ce n'est pas des entités sexuelles. Ce n'est pas que je veux remarquer cet exemple. Pour évaluer l'entité de genre sexuel, nous demandons aux personnes interrogées de choisir un seul genre unique où elles se sentent le plus à l'aise. C'est ici, ceci nous montre aussi que les personnes pensent que le genre, c'est quelque chose de binaire. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé dans cette enquête en particulier pour vous donner une idée de ce qui se passe. J'aimerais bien souligner quelques autres domaines. Ces diapos seront évidemment à disposition en ligne. L'autre sujet serait le manque d'accent sur ce qui a été informé. Les chercheurs ne précisent nécessairement pas que les sujets aient édité leur conformément. Parfois, ils travaillent avec des patients consécutifs de X, cliniques d'identité de genre. Ce n'est pas clair si on leur a demandé de consentement spécifique pour faire partie d'une étude scientifique. Aussi, il apparaît des articles d'enquête, de recherche sans anonymisation claire, de la photo sans consentement informé. Par exemple, très souvent, ils remercient les personnes binaires d'utiliser leurs photos et non aux personnes trans. Je vais aller plus vite encore maintenant et je vais vous raconter qu'il y a d'autres domaines, le respect pour les personnes, la préoccupation pour le bien-être. Ceci inclut l'assignation du genre erroné, emploi de technologies non binaires, par exemple transgénérant ou transgénéré, et aussi parfois les chercheurs utilisent des données sur le sexe de la personne assignée à sa naissance et ils les rassemblent avec les personnes à qui on leur a assigné le même sexe à la naissance. Alors, au lieu de leur assigner leur identité de genre. Et ça, c'est une pratique qui ne montre aucun respect envers la personne. Très souvent, on utilise un langage sans respect qui touche les personnes. Par exemple, concernant les résultats chirurgiques ou les images corporelles, hélas, il existe beaucoup d'exemples d'assignation de sexe erroné. Pour conclure, justice. Pourquoi dans la recherche est tellement importante pour nos communautés? Nous sommes en train de nous centrer là, on reçoit de l'argent pour ça, comment on recueille les données et comment on rassemble les données. Voilà des aspects très importants qu'il faut analyser depuis la perspective de l'éthique. Bon, j'ai essayé d'élaborer quelques recommandations et je les lisais. Pendant que je les lisais, j'ai pensé que peut-être elles étaient un peu trop légères, mais bon, peut-être il nous faut une méthode, adopter une méthode qui soit plus centrée dans l'autodétermination de genre et aussi faire une recherche pertinente pour la communauté. Il semble être très simple, mais s'il vous plaît, informez des données avec les acronymes corrects. Soyez plus spécifiques, précisez clairement quelles sont les données qui sont utilisées, quels participants ont utilisé un langage vraiment qui reflète
le respect pour l'identité de genre. Vous êtes intéressé à ce sujet, j'aimerais bien discuter avec vous pour pouvoir atteindre une liste de recommandations reliées avec les pratiques de recherche et avec l'élaboration d'informations, de rapports et de publications. Je vous laisse ici mon information, mes coordonnées. Voilà mon travail social avec McGill et j'ai inclus aussi quelques références utilisées pour la présentation. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup. Bon, je pense, veuillez m'interrompre s'il y a un problème avec mon micro et je vais essayer de résoudre le problème. Je vais parler par rapport au sujet de la recherche sur les meilleures pratiques dans les évaluations cliniques et comment obtenir les données GSSO. J'aimerais bien faire quelques annonces sur le contenu. On va parler sur le mauvais traitement médical, la transmission, la systémativité qui existe dans tous les contextes médicaux. Et je parlerai aussi de quelques parties du corps et des génitaux. Alors, si dans quelques moments, quelqu'un de ces sujets, vous êtes mal à l'aise avec, je vous prie que vous soyez à l'aise. Alors, je comprends si vous devez quitter la conférence pendant quelques instants. Alors, je vais vous donner une idée de sur quoi je suis en train de parler. Je vais me présenter et je vais présenter aussi l'importance clinique d'avoir une bonne recueillir des données effectivement. Je vais parler de mon expérience et aussi je vais parler sur le TIC, que c'est un software de système électronique EPIC de registres médicaux. Je vais parler aussi alors des pratiques actuelles et ses limitations. Alors, me voilà en Canyland. J'adorais ce chapeau. Je suis étudiant de doctorat et je travaille aussi dans des espaces cliniques trans. Je me sens une personne ayant une capacité, une formation formée et que je travaille aussi, qui pratique la médecine et qui a subi aussi des problèmes personnellement. J'ai aussi un diplôme avancé en attention pédiatrique et aussi, je voudrais travailler avec des adolescents, spécialement des jeunes queer. Je commence mon doctorat en génomique par ordinateur. J'aimerais aussi vous dire que je suis nord-américain, blanc, et ceci a eu une influence importante dans mon expérience et dans ma perspective. Et aussi, ça a modifié quelques de mes modifications, de mes limitations. J'aimerais et préciser ma position et que je parlerai aussi du système nord-américain à ce sujet. Bon, il y a de bonnes choses, des choses qu'on veut, que les patients soient identifiés correctement, qu'ils utilisent, que le langage soit utilisé, celui qui le reflète, son identité. J'ai beaucoup aimé la présentation que vos patients peuvent être comme moi et l'attention gynécologique. Ça a été une très bonne présentation, une discussion très bonne de ces examens où les mots utilisés spécialement sont importants pour pouvoir mettre dans le document l'expérience de nos patients de façon très précise. Par rapport à la présentation de SAB, on veut qu'il y ait des données précises pour pouvoir suivre des analyses et remplir les besoins des différentes communautés. Je pense que la documentation est très importante pour ce processus. On veut on veut éviter ce qui est mauvais. On ne veut pas qu'on exige que les patients doivent
enseigner les professionnels de la santé. Ça arrive très souvent dans les ambiances médicales. On ne veut pas être si méchant et que les personnes trans évitent d'aller chez le médecin, que nous savons que ça arrive très fréquemment. Il y a aussi beaucoup de défauts et de défaillances possibles avec les besoins complexes des médecins traités avec des équipes grandes de médecins et aussi l'emploi des cliniques numériques où on utilise de la terminologie pas précise et ceci sera partagé par une équipe de professionnels euh, où tout le monde fera quelque chose de non correct. Comme elle a mentionné Claire, il y a quelque chose de spécifique déterminé par les caractéristiques physiologiques de la personne, des personnes, peut-être les hormones, peut-être quelqu'un a déjà demandé la prédominance d'hormones, que le niveau pourrait être différent à celui du sexe ou genre légal enregistré. Peut-être il n'y a pas du monitoring pour quelques organes ou quelques parties du corps que le service médical ne l'a pas identifié ou qu'on n'identifie pas très bien la personne. Ceci, je trouve que c'est très frustrant. Aussi frustrant, les assurances, suivant le sexe, il y a l'inscription et le registre du patient, il y a des monitorings qui ne sont pas couverts par l'assurance dû au sexe qui est documenté officiellement. Alors, ça ne serait pas juste qu'il faut payer de notre propre poche. Alors, il y a plein de choses et plein d'aspects qui sont importants concernant notre identité qui vont survenir dans les ambiances de santé, surtout aux États-Unis, et qu'il faut les aborder de façon adéquate. Alors, il faut essayer d'être précis dans la terminologie. Qu'est-ce qu'on sait, où on en est aujourd'hui avec l'éducation pour les professionnels de la santé dans les termes de la communauté trans? Ça sera une surprise pour vous tous, j'en suis sûre, mais aux États-Unis, on le fait très mal. Je fais partie du comité de la réforme du plan d'études GLMA. On travaille à décrire différents standards pour les programmes d'études pour les professionnels de la santé aux États-Unis parce que selon les données, les professionnels de la santé ne se sentent pas à l'aise, disent qu'ils ne sont pas à l'aise pour traiter ou soigner des patients cuir, mais ils se rendent compte du besoin, de l'importance qu'il y ait de la formation spécifique pour la communauté trans, excepté les étudiants d'odontologie, que ça, c'est un sujet à être traité dans un autre moment. Beaucoup de facultés de médecine consacrent des heures pour les études des LGBT et 5 heures. Et puis, il y en a d'autres qui ont consacré 0 heure pour l'étude des programmes trans. Alors, ce n'était pas une éducation pratique. Alors, il y a très peu d'heures, mais moi, heureusement, j'ai un peu de ce profil et on voit que quand on parle de cette éducation, on peut faire beaucoup de bien. Les plans d'études qui soient spécifiques pour les communautés trans, on va réduire les profils des professionnels de la santé qui soient mieux formés et d'après la documentation de genre, sexe ou orientation sexuelle que nous avons à nos jours. Dans une enquête du 2019, on a 1,5 million de registres médicaux numériques et seulement 45,9% avaient recueilli l'information suffisante et adéquate par rapport au sexe assigné à la naissance et l'identité de genre. Évidemment, ceci aura beaucoup de conséquences pratiques, mais à nos jours, ceci nous indique que les fournisseurs de santé ne sont pas prêts ni n'ont pas d'envie de les utiliser correctement. Mon éducation, comment elle a été?
Je suis étudiant de médecine. Je fais toute ma formation préclinique et j'ai passé mon examen. Et le premier jour dans mon programme de médecine, je crois que c'est un très bon programme, j'ai dû demander de façon individuelle et personnellement de faire une éducation spécifique pour la communauté trans de meilleure qualité. Ces diapos que je vais vous montrer maintenant n'ont pas été créés par moi, donc je vous demande de ne pas les partager. Les termes LGBTQ ce sont le terme que nous sont montrés dans cette formation. Il manque beaucoup, surtout par rapport aux sigles que l'on utilise. Ce sont des définitions très limitées et cela ne recouvre pas en théorie tout ce que nous devrions savoir pour être préparés en tant que professionnels de la santé pour soigner tous les patients et comment documenter l'information de façon appropriée. Ici, il y a des aspects plus controversés. Le prénom que la personne préfère, les limitants par rapport aux pronoms qui sont limités, qui sont restreints à certains pronombres. Moi, j'ai dû lever la main face à 200 étudiants et dire votre collègue est femme, homme ou transgenre. Moi, si on me faisait cette question, moi, je serais partie. Et cette question me l'a fait une question élevée que l'on paie pour former. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de limitations, au moins aux États-Unis et dans l'interaction entre le docteur et les patients. Je vois que mon institution, même s'il avait une bonne disposition et ouverte au retour, c'était une éducation très concentrée sur les cis, avec beaucoup de stéréotypes par rapport aux soins de transgenres et tout cela en termes généraux associés aux infections de transmission sexuelle à l'heure de travailler avec la communauté trans et non pas nécessairement une approche intégrale de santé. Les plans d'études, les curriculums, nous savons déjà comme pratique, demandez aux pratiques quel est votre nom, comment voulez-vous que l'on vous appelle, et non pas nécessairement évaluer le nom que la personne utilise. Après savoir entrer à la faculté de médecine, j'ai essayé d'incorporer l'utilisation de pronoms et la solution c'est que on demande aux patients, est-ce que vous l'appelez madame, monsieur, quelque chose d'autre, et on ne demande pas directement le pronom pour ne pas évaluer les genres, mais généralement on dit monsieur, madame, mademoiselle. C'est préoccupant vraiment. Maintenant, dans le monde réel, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Dans les dernières 5 années, on sait qu'il faut qu'il y ait une option sur l'histoire clinique électronique selon sont établis par les services de Medicaid et Medicare. Les systèmes EPIC, c'est le principal système électronique, prend 31% du marché américain de la santé. Ça couvre quelques 50 millions de patients, 250 millions. Et 2017, seulement 10 ou 20% de patients ont commencé à utiliser ces fonctions optionnelles de marqueurs de genre. Certains ont dit qu'ils étaient intéressés à cette fonctionnalité. Aux États-Unis, l'histoire clinique électronique doit avoir une option pour enregistrer ces données, mais ce qui se passe, c'est que les prestataires de santé ne sont pas obligés à les utiliser et comme résultat, en général, ils ne l'utilisent pas. Je sais que j'ai très peu de temps, mais je voulais vous montrer ici comment on voit l'histoire clinique électronique, le sexe légal, disons, cela varie, disons, les informations de l'État fédéral, identité des genres, sexe assigné à la naissance et orientation sexuelle. Cela, on le prend de directrices qui sont mises à jour en 2021. Et il y a d'autres données de 2018 de EPIC qui sont passées de SOGI à SCN à sexe, genre, non. On demande aux patients non préférés et pronoms préférés. Et donc, moi, j'ai beaucoup pensé à propos de cela. Je voudrais savoir vos opinions.
Dans l'utilisation des préférés, peut-être ce n'est pas un bon mot parce que c'est une dichotomie entre nom légal qui a ses propres difficultés et sexe légal qui doit être obtenu d'une identification fédérale, une carte d'identité. Et donc, nous savons la catégorie de sexe légal, cela pourrait être assez à côté. Le marqueur pourrait être comment également comment enregistrer les noms et les pronoms préférés. C'est quelque chose de bizarre. C'est à notre nom, comment vous voulez être appelé. Ça, c'est assez cisnormatif comme au lieu du nom réel de la personne, ce n'établit pas nécessairement une relation de confiance avec les patients trans. Et quels sont vos pronoms? C'est comme quoi je dirais, je vais être très inclusif avec tous les patients, mais pas mal de fournisseurs de santé n'enregistrent pas ces données et ne veulent pas le faire parce qu'ils pensent qu'ils vont être offensifs envers les patients si l'on demande quels sont leurs pronoms. Et une étude dit que seulement 3% des patients se sont sentis mal à l'aise avec cette question. En général, sur une population d'hommes de la population rurale, et la plupart des personnes ne se sentaient pas mal avec cette question. Ils ne la considéraient pas trop personnelle, en fait. Ici, nous avons un formulaire de Oregon de l'histoire clinique électronique et ça demande quels sont les organes de la personne dans son corps, présents ou non. Ici, nous voyons les organes. Et là, on arrive à différentes questions par rapport à comment incorporer un plan d'études qui soit mieux, comment nous éduquons nos futurs professionnels de la santé et comment garantissons-nous qu'il y ait des données fiables et une bonne utilisation de ces données avec des programmes, des curriculums et des personnes également. Merci beaucoup par votre attention. Je suis ici si vous voulez poser des questions. Maintenant, c'est mon tour. Laissez-moi vous partager mon écran. Très bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Je m'appelle Rose Wynn. Je vais présenter la question dans le contexte du Canada. Je vais sauter certaines des diapos de la présentation parce qu'on a déjà abordé ce sujet. Comme ça, je ne veux pas répéter des choses qui ont été déjà dites. Le contexte actuel, les deux programmes auxquels nous avons travaillé, de pas vers l'avenir et certains messages que je voudrais que vous rappeliez de cette présentation. Notre contexte actuel, on l'a déjà dit, il n'y a pas de différenciation entre genre et sexe assigné à la naissance, ce qui est assez complexe. Il n'y a pas d'action binaire ou intersexe. L'esprit non binaire et beaucoup de données que l'on utilise de façon administrative ou des contextes légaux ou cliniques sont utilisés pour ces recherches, etc. Il y a beaucoup de standards émergents pour ces données, mais il n'y a pas beaucoup de consensus entre ça. Ça, c'est un problème. Voici un exemple de mon groupe de travail. GSSO, c'est nous, et puis il y a d'autres des services de santé à Ontario, CAIHIS, Sex Canada, gouvernement. Et comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas beaucoup de choses en commun entre ces colonnes et certaines sont des différences telles que utiliser féminin au lieu de femme ou homme au lieu de masculin. Mais il y a d'autres différentes plus importantes. Parfois, incluent les genres non binaires, d'autres incluent beaucoup d'options, autres incluent aucune et d'autres incluent une seule. Et il y a d'autres qui n'incluent pas non binaire comme une catégorie, ce qui n'est pas ce que l'on désire. Oui, GSO, comme vous le voyez dans les genres, veut dire genre, sexe et orientation sexuelle. Les sigles sont un peu difficiles parfois. Le CIHR, l'Institut canadien de recherche sur la santé, et nous avons fait un suivi ontologique qui a été fait sur la révision de la bibliographie avec la révision de pairs.
Celle-ci, c'est une organisation pan-canadienne qui s'est organisée pour travailler avec l'histoire clinique électronique au Canada. Ils n'ont pas encore atteint leur objectif. Nous avons des présentations de différentes organisations dans ce, comme Stade Canada, Healthwell, Alberta Health Services, Transcare, et nous avons des réunions tout le mois pour les acteurs pour discuter différents aspects de la mise en place des standards de politique, recherche, application, bien entendu. Et cela, c'est pour vous montrer tous les acteurs qui sont participés, les médecins cliniques, chercheurs, etc. Les résultats principaux, c'est un plan d'action proposé pour moderniser les informations dans les systèmes de santé numérique du Canada. Également, je vais vous montrer quelques graphiques qui vont vous montrer plus visuellement ces actions. Cette année, nous avons fait un programme de traduction des connaissances qui est sur l'écran. Vous allez voir sur l'écran. Dans les British Columbia, dans la côte ouest du Canada. Notre trois domaines d'études, c'est partager des feedbacks précédents et nouveaux, les besoins des patients dans la documentation chez SSO et créer des outils de traduction des connaissances pour qu'elles soient adéquates pour les différents contextes de santé. Le travail jusqu'à présent a été similaire, disons, au travail, à l'étude précédente, mais nous avons des réunions qui parlent de la terminologie et les présentations que les experts font tout le mois. Par exemple, Claire a été avec nous, elle a fait une présentation il y a quelques mois, comme vous voyez sur l'écran. Il y a un site web pour le public auquel vous pouvez avoir accès. Si vous avez des suggestions par rapport à ces sites web, vous pouvez me le dire et voir si se peut faire des changements et des informations pour le public en général. Vers l'avenir, je crois que celle-ci est la partie plus intéressante. Ce n'est pas ce que nous avons déjà fait, mais ce que nous allons plus faire. Ce n'est pas moi seulement qui prends les décisions, mais on va le décider ensemble. Si ça a été efficace, le travail de l'année, les feedbacks de la communauté, nous voulons savoir si ça c'est bien ou non, s'il va contribuer ou si ça va faire si va ser nuisible, quoi. Et le développement des capacités, l'évaluation, de voir si les professionnels sont préparés ou non, mais peut-être nous n'avons pas les capacités pour le faire. Donc, nous pouvons avoir la volonté, mais nous avons besoin de beaucoup de temps. Il faut éduquer les personnels et ceci a trait également à comment l'organisation est convaincue de ceci. Les autorités de la santé doivent être convaincues qu'elles veulent le mettre en pratique. Il y a peu de temps, par exemple, on a commencé à utiliser la fonctionnalité des mobiles pour les données RSO. Et les prestataires de services et les fournisseurs des histoires cliniques électroniques de ces plateformes, ainsi que les institutions, les organismes professionnels comme l'association des médecins ou l'association des infirmières, parce qu'ils peuvent avoir une certaine influence sur les autorités de la santé en disant ceci, ce que nous voulons utiliser, ce que nous voulons. Ils ont un pouvoir parce qu'ils représentent. L'association de médecins, par exemple, représente beaucoup de champs et s'ils disent quelque chose, c'est probable que les fournisseurs prendront note de cela. Voici ce que je voudrais, disons. Moi, j'aimerais voir dans un monde idéal nous rappelons maintenant qu'il faut tenir compte des normes et savoir qu'est-ce que chaque ville fait pour pouvoir de cette façon partager les données et coopérer tous ensemble. Dans l'éducation, en ce sens de l'échange sans orientation sexuelle, il y a des programmes de santé
qui consacre 5 heures à ceci, et ce n'est pas suffisant, et également de formation obligatoire dans ce sens, qui est très importante. Par exemple, peut-être, je ne sais pas, si les professionnels faisaient un cours sur les sujets queer en 10 ans, et ça, ce n'est pas suffisant. Ben, je ne me souviens pas ce que j'étudiais à la faculté les premières années, mais ce n'est pas suffisant. De cette façon, nous pouvons donner certains outils, des ressources en ligne. Time Office, c'est un site web qui est très bon, qui parle aussi de la prescription d'hormones. C'est-à-dire, ce n'est pas dans la santé sexuelle, mais c'est dans d'autres parts, mais vous pouvez le trouver là-bas. Vous pouvez obtenir des crédits et ils peuvent obtenir des crédits aussi s'ils sont formés. Des leçons apprises. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir d'où sont nos fonds, mais bon, je crois que ce que vous devrez rappeler de la présentation d'aujourd'hui, c'est que tout d'abord, un système numérique, ce n'est pas un problème seulement technique. Les personnes aiment bien de parler des problèmes techniques, des bases de données, etc., mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de mettre à jour les structures. Il faut la formation, l'éducation et également l'évaluation de l'accessibilité. C'est très bien je ne sais pas, si l'on veut avoir un genre qui soit fluide, si personne ne sait à quoi ça a trait, ça ne sert à rien. Également, le soin de santé a trait à une relation interpersonnelle avec les patients et en définitive, c'est une conversation entre des personnes dans une salle et c'est pour cela qu'il faut savoir le nom, le pronom pour parler avec les personnes et voir quels sont ses besoins et voir qu'est-ce que le professionnel peut faire. Les sujets techniques peuvent aider également. C'est un support, mais en définitive, ce sont optionnels. Rappelons-nous que même dans le Canada, le genre a différents sens pour des personnes différentes dans différentes nations aussi, mais au niveau national aussi. Il y a des personnes qui parlent de traduire des concepts d'une langue à une autre qui peut-être n'existent pas dans le cadre occidental de l'anglais. Et l'importance d'avoir des domaines d'expertise des personnes, c'est important parce qu'il faut des travailleurs d'attention directe, par exemple des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, etc., qui doivent travailler avec les données, les centrer dans le système pour que puissent être utilisés dans les diagnostics, dans le traitement. Les systèmes doivent être simples en ce qui concerne la documentation. Les experts techniques, des personnes qui travaillent dans des laboratoires, qui fassent des évaluations biologiques, des administrateurs de bases de données, des programmeurs, etc. Toutes ces personnes doivent travailler ensemble pour construire les systèmes et souvenons-nous qu'il est important que cette variable de genre, de sexe soit incluse là-bas. C'est pour cela que tous ces éléments doivent être intégrés de façon correcte. Personne ne veut recevoir 50 messages de la même chose. Nous avons besoin de la communauté également. Je ne dis pas qu'il faut faire partie de la communauté ou que les techniciens doivent faire partie d'une communauté, mais qu'ils doivent connaître le besoin de la communauté du point de vue clinique, de la recherche, des analyses statistiques et tout ce dont on a besoin en général. Ce sont toutes des parties importantes. Donc, finalement, le besoin de l'utilisation est au niveau local. Nous devons tenir compte comment mettre tout cela en œuvre, comment ça fonctionne pour mon organisation. Il doit être fondé sur un travail spécifique de la vie réelle et on a besoin de choses spécifiques telles que parfois c'est très difficile d'entrer dans une clinique de santé sexuelle. Nous devons continuer à travailler, profiter de l'ELA et l'idée c'est d'avoir une méthode de mise en œuvre
qui n'est pas faite seulement dire 1, 2, 3, 4, 5. On dit 1, 2, 3, on revient sur 1, on fait 2, ça passe à 4. C'est un système beaucoup plus fluide qui inclut également les commentaires des personnes. L'idée est de l'appliquer dans un environnement où on peut L'idée, c'est l'appliquer d'appliquer dans à un d'autres. entourage et l'appliquer après dans un autre. L'idée, c'est de le faire dans un département spécifique et puis voir si l'on peut l'appliquer dans un autre secteur du département. Par exemple, je ne sais pas, on ne peut pas aller de 1 à 100, il faut le faire de façon graduelle. Comme une bonne session de sexe. Bon, merci beaucoup à tous et à toutes. Vous pouvez m'écrire à l'adresse de mail affichée sur l'écran. Alors, sur le site web aussi, j'aimerais aussi remercier Glasgow et qui a été celui qui a fait toutes ces préparations. Bon, merci beaucoup à tous. Maintenant, nous allons passer aux séances suivantes. J'aimerais bien vous retenir votre attention sur, ici nous avons une question sur la pratique sexuelle et comme il a dit Laura, il est important d'avoir tous les aspects considérés. Alors, je vais répondre et après, je donne la parole aux autres. Ce sont des questions ouvertes. Par exemple, quel est le genre de ton camarade? Il a 2 genres, etc. Et après, quel type de pratique sexuelle vous exercez? Ou quel type d'activité vous réalisez, bonding, etc. Alors, je crois que là, il faut maintenir la tête ouverte, l'esprit ouvert et être un peu informel et au lieu d'être rigide pour cocher des cases. Je crois que c'est important pour les participants et participantes. Pour moi, je veux dire que les patients, c'est très important qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on leur dit. Et très souvent, je vous raconte une anecdote reliée à la santé sexuelle lorsqu'un ma camarade a dit, mon couple a dit à son fournisseur, on lui dit elle lui a dit qu'on n'était pas actif sexuellement. Le médecin lui a dit, oui, je crois que oui. Et mon couple, il lui a dit, oui, mais tu l'exerces il y a quelques semaines. Et mon couple a dit, non, je crois que non. Alors, je crois que les défis veulent dire qu'il faut faire, on nous fait des questions génériques et parfois, ce ne sont pas les mêmes que nos patients. Alors, certains fournisseurs de santé cisgenres n'arrivent pas à bien comprendre. Alors, ce que je fais, c'est toujours me poser la question, pourquoi je demande ça? Qu'est-ce que je pense? À quoi je pense quand je pose cette question? Pourquoi j'ai besoin de cette information? Si ce n'est pas que pour la curiosité, je ne devrais pas la poser. Alors, mon patient, est-ce qu'il comprend ce que je suis en train de quelle question je suis en train de lui demander? Et il doit être une question qui remplisse, qui conforme les deux. Une autre question, je vais l'exprimer d'une autre façon. C'est une question sur un instant. Je vais la trouver. Yes, it's in the Dans la answer partie des réponses, peut-être Ross. Oui, dans la partie de réponse, dans la partie du dessus.
Alors, je donne la parole, ça a été une excellente question. J'aurais dû le préciser lors de ma présentation, mais comment il fonctionne le système actuellement, il existe une donnée de sexe genre, comme Laurel vous a montré. Il y a d'autres données, mais ils sont stockés dans une section différente qui s'appelle Histoire sociale. C'est pour ça que ces données n'apparaissent pas dans toutes les sections de l'histoire clinique numérique. EPIC est un système très adaptable et personnalisable. C'est pour ça que si quelqu'un ne précise pas son, sa situation sociale, peut-être les laboratoires ne donnent pas ces informations. Par exemple, si vous si vous envoyez un échantillon de sang ou d'urine et on assume l'histoire sociale de la personne, ça se passe aux États-Unis, dans d'autres pays, il y a d'autres normes, mais notamment, ça s'est appliqué dans 2 étapes. On a un sexe et une identité de genre assignée, attribuée à la naissance. Alors, il existe une institutionnalisation dans le système de proxy. Cette variable de sexe ou de genre représente, disons, 100 ou 1000 de variables sous-jacentes qui sont impossibles à mesurer. Alors, ce qu'on fait, c'est d'essayer d'avoir une vérification à 2 pas, mais ça n'aide pas à toutes les personnes et ça va exclure beaucoup de monde. La différence est que on essaye de serrer un peu cette différence pour pouvoir éliminer ce système de représentation ou proxy complètement. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de nous renseigner cette donnée unique, si ça existe, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ces systèmes de représentation travaillent et qui travaillent il y a plus de 50 ans, alors peut-être plusieurs sont déjà morts. Alors, personne ne va savoir qu'est-ce que ça veut dire. Un exemple très difficile à trouver, pour ce qui est très difficile de trouver une représentation, ce sont les limites d'irradiation pour les différents organes. C'est un problème terrible pour le traitement, le traitement du cancer pédiatrique. C'est pour ça qu'on travaille avec des sexes assignés à la naissance, mais sont basés sur les expériences des radiologues et ceci varie selon le professionnel. Si, par exemple, on veut traverser le mur de l'organe, mais pas très profondément pour ne pas, parce que ça risque d'endommager l'organe ou de répandre la tumeur. Alors, on veut réduire. Alors, le sexe assigné à la naissance devient un signe beaucoup plus important. Alors, c'est très difficile. Je ne veux pas dire que ça va résoudre tous les problèmes de façon magique, mais ça prendrait des millions de dollars et beaucoup d'études pour vraiment se renseigner à quoi se réfèrent ces symboles-là ou ces représentations. Quelques-uns sont plus simples, par exemple les sujets d'hormones. Ça serait plus simple savoir à quoi ils réfèrent. Mais évidemment, tout a des exceptions. Mais je ne veux pas dire par là que ce soit un système parfait. Okay, great. I found the question I was looking for. It was in the Hoover app, not in the Zoom one. So yeah, this has already been answered a bit, but I think it's important. Alors, j'ai trouvé la question était sur Hoover, mais je crois que c'était quelque chose de très important. Pour la question de 2 pas, nous sommes en train de parler d'hommes ou hommes trans ou trans masculins comme catégorie indépendante. Ça, c'est un grand débat dans la communauté et je crois que là, j'ai plusieurs types d'informations. Je ne dis pas que ce soit la solution, mais je pense qu'une solution, ce serait sélectionner tout ce qui correspond. Par exemple, si on me donne si on me donne à choisir, je choisirais femme non binaire
mais on devrait non plus obliger les gens, d'établir qu'est-ce que c'est un trans. S'il y a des situations de risque, comme ça arrive aux États-Unis, il y a des gens qui ne veulent pas obliger d'autres personnes à se classifier parce que ça pourrait être une violation des droits de l'homme. Dans plein de pays, ça peut arriver c'est illégal d'être trans. Alors, déclarer l'identité de genre, ça peut devenir dangereux dans quelques entourements sociaux. Je crois que dans mon projet, on a toujours inclus des choses comme je préfère ne pas répondre, je ne veux pas diffuser l'information, ou quelque chose comme mon option n'est pas incluse, ou quelque chose comme ça, ou je préfère me décrire moi-même. Si quelqu'un dit, par exemple, je suis un homme, s'il existe l'option homme trans, je peux la marquer, la cocher, ou il peut y avoir d'options qui disent trans ou en plus d'hommes trans. Et on peut analyser aussi les données parce que celles-ci peuvent, je lis beaucoup d'études qui disent on va parler des femmes. Alors, les femmes cis, ou quel type de femmes seront incluses, sera inclus dans ces études. Il y a des études qui disent qu'on travaille avec des personnes trans ou que c'est relié avec l'époque, le troublement de respiration, et très souvent on utilise ces symboles pour obtenir les données. Il est important que les personnes se sentent incluses, mais il faut leur donner aussi des options. Il nous reste 4 minutes et il nous reste 3 minutes, en effet. Et je pense qu'on a déjà tout répondu, toutes les questions du chat. Par exemple, il y a des gens qui nous demandent les diapos. Et bon, oui, après la séance, on va voir comment on le fait. Continuez à regarder l'app. Par rapport aux diapos, s'il y a quelqu'un qui veut envoyer un email à tipashealth.org, je peux mettre à disposition dans les diapos pour tous les participants. Peut-être, Claire, tu aimerais bien dire quelque chose? Let perfection be the enemy of progress. Non, la perfection ne peut pas être l'ennemi du progrès. Les choses bougent lentement, mais on peut le faire. Ça va nous prendre du temps, mais on va réussir. Et c'est très marrant parce que moi, j'allais dire, tout bouge tellement vite. Bon, alors, il y a tant de changements dans nos communautés. Alors, c'est très marrant. Vraiment, je vous remercie les précisions et d'être spécifique. Je crois qu'il faut se rappeler que les personnes cisgenres qui prennent les décisions et qui nous disent « Ah, vous trans et non-binaires, vous pouvez vous auto-représenter et c'est correct, mais après ça, il y a des impacts sur les décisions. » Et je crois qu'il faut être plus organisé au moment de donner des recommandations. Merci beaucoup. J'aimerais bien aussi dire tout simplement qu'il y a des dynamiques de pouvoir dans la médecine et qui rendent difficile les personnes trans. Et je pense qu'il faut continuer à insister, s'il faut faire des appels, s'il faut être dur avec quelqu'un, vous m'appelez et je vous aide. Bon, très bien. Alors, ce panel a été impressionnant. Merci beaucoup au public de participer. Merci beaucoup aux présentateurs, autrices. Je pense que c'est une conférence merveilleuse et j'espère que tous et toutes on puisse participer à ce type d'activité. Merci beaucoup. J'espère que tous vous aurez un soir précieux.